Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler éducation avec le président de la FCPE. Bonsoir Daniel Amouni. Bonsoir Gismi, bonsoir à tout le monde. Là, je disais que là, avec le problème qu'a connu le gouvernement depuis la rentrée, les problèmes qui ont suivi l'élection à l'Assemblée nationale, est-ce que aujourd'hui l'éducation nationale a un ministre de référence? Je ne sais pas si on peut parler de ministre de référence. On a un ministre. Ce qu'on sait, ce qui se dit, ce qu'on a entendu, que ce soit dans les médias ou ailleurs, c'est une personne qui n'a aucune expérience de l'éducation nationale. Donc déjà, ça nous interpelle, ça pose questionnement. Maintenant, c'est une ministre dont on dit aussi fidèle au président Macron, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun changement, et d'ailleurs elle l'a dit, aucun changement dans la politique qui a été menée avant les élections, avant la nomination de ce nouveau ministre et ce gouvernement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on peut s'interroger et se demander à quoi a servi ces élections, puisque nous avons un président qui quelque part, ne tient pas compte des résultats et qui continue à appliquer sa politique qui a été sanctionnée par les Français. Donc, je ne sais pas aujourd'hui quoi s'attendre avec ce nouveau ministre. Il y a quelque chose qui m'a fait sourire, c'est de voir Gabriel Attal derrière essayer de tirer les ficelles. Oui, je suis un citoyen comme tout le monde et on constate un certain nombre de choses, c'est-à-dire quelqu'un qui a été sanctionné, qui veut continuer à jouer les premiers rôles. Donc, en fait, on a affaire à des gens qui pensent à leur intérêt personnel et qui ne pensent pas à l'intérêt général. Et ils devraient tirer des leçons aussi de ce que le Conseil d'État va dire par rapport à ces groupes de besoins qu'il a mis et qu'il a voulu nous imposer dans les établissements scolaires et qui aujourd'hui, le rapporteur public demande l'annulation. Et on sait que dans 90-95% des cas, le Conseil d'État suit. Donc il y a de très fortes chances que sa mesure phare, pour lui, qui était une mesure phare, qui pour nous était inique, parce que ça ne fonctionne pas et parce que ça crée de la discrimination entre les élèves, sera de très fortes chances d'être annulé. Donc, vouloir continuer à diriger les choses derrière, il devrait plutôt se remettre en question. Puis de toute façon, il y a une réalité, c'est les résultats des élections législatives. On voit bien que le gouvernement en place a été quand même fortement sanctionné. Tout à fait. Mais comme tout citoyen, là, c'est pas le président forcément qui parle, mais tout citoyen peut constater, c'est que oui, il y a eu un gouvernement qui a été sanctionné par la politique qui est menée depuis plusieurs années. Et puis ils sont arrivés troisième, je crois, de mémoire, et qu'ils continuent donc à gouverner le pays avec des alliances, des mésalliances, tout ce qu'on veut. Et donc, quelque part, c'est une forme de déni de démocratie. Et puis, il y a une chose quand même qui est réelle, c'est qu'on a l'impression que l'éducation nationale est un bateau qui navigue à vue. C'est ce qu'on dénonce depuis plusieurs années, c'est-à-dire que chaque ministre qui arrive, il y en a quand même vu pas mal ces derniers temps. Il y en a qui restent 2 mois, il y en a qui restent 6 mois, il y en a un qui a tenu 1 an, je crois. Donc, il n'y a pas de véritable vision et de projet politique, si ce n'est la continuation de ce qui a été sanctionné. Il y a une chose qui me fait un peu sourire, mais bon, je ne sais pas quelle va être sa posture de François Bayrou, parce que lui, je ne sais pas si c'est Matignon qu'il voulait ou c'est un poste de ministre qu'il voulait, mais en tout cas, il a au moins une posture qui je dirais, qui est tout à fait honorable, c'est tout ou rien. Après, oui, c'est ce... Je veux dire, c'est à lui de prendre ses responsabilités politiques. Mais c'est vrai que pour nous, parents d'élèves, ce qui nous importe, nous, c'est la réussite de nos enfants. Ouais. Et aujourd'hui, on n'en prend pas forcément le chemin
quand on entend les mesures qui sont annoncées, effectivement, ce n'est pas parce qu'on va avoir une mention sur son brevet, parce qu'on aura eu 18 de moyenne, qui, oui, ça va faire plaisir aux gamins, ça va faire plaisir aux parents, mais ça concerne, c'est une récompense individuelle. Mais collectivement, quand on entend qu'il va falloir avoir obtenu son brevet pour passer en seconde, et que si vous n'avez pas votre brevet, on vous propose d'aller au lycée professionnel, ce qui veut dire qu'on est en train de remettre en place des hiérarchies entre les établissements technologiques généraux et professionnels, alors qu'il y a une réforme qui a été faite récemment pour revaloriser le lycée professionnel. Donc on est dans la contradiction totale, où d'un côté on vous dit pour aller en seconde générale et technologique, il faut avoir son brevet obtenu, et on se moque si pendant l'année scolaire vous avez eu de très bonnes notes, parce que même un élève qui a de très bonnes notes peut échouer pour X raisons à son brevet. C'est déjà arrivé par le passé. C'est pas parce que vous êtes un très 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 bon élève que vous n'êtes pas à l'abri d'un accident. Et donc on va vous dire, vous ne pouvez pas aller en seconde, sauf à faire une seconde prépa. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'on veut dire par là, seconde prépa. Ça veut dire, est-ce que si on fait la seconde prépa l'année d'après, on passe en seconde ou on passe en première? Donc c'est un redoublement déguisé quelque part, ou alors vous allez vers le lycée professionnel. Donc en fait on vous impose une décision. Vous n'êtes plus maître de votre projet professionnel, vous n'êtes plus maître de votre orientation. Je trouve qu'il y a une maladresse de la part de l'éducation nationale, vouloir redonner de la valeur à un concours, à un examen, le brevet du collège, en l'imposant ainsi. Je ne vois pas quel est l'intérêt de dire que c'est un palier obligatoire maintenant qu'il faut passer. Oui, tout à fait, puisque généralement, donc, un diplôme vient sanctionner la fin d'un cycle, mais c'est un diplôme qui peut vous permettre ensuite de trouver du travail. Or, aujourd'hui, le brevet des collèges, malgré tout l'attachement qu'on peut y avoir, que les parents peuvent avoir à ça, mais ça sert à quoi? Exactement, je veux dire, à un moment donné, ça n'avait plus aucune valeur. Personne n'en parlait. Et d'un coup, on le ressort de la boîte, on essaye de le dépoussiérer en disant c'est l'étape obligatoire à passer si on veut. On a un gouvernement qui, depuis un certain nombre d'années, en fait, n'a aucun projet d'avenir pour l'éducation nationale et qui recycle des mesures du passé. Ce qui m'a surpris, moi, c'est que d'un coup, comme ça, on redonne aux parents une autorité qu'on lui avait enlevée, et en disant, si vous ne faites pas ça, vous serez sanctionné. Ils ont finalement enlevé la menace de couper les allocations familiales, mais on n'en était pas loin. Ça rappelle quand même que ça a déjà été fait du temps de Sarkozy, quand il était président, donc il voulait supprimer, ça a été testé, ça ne marche pas. Donc ça a été arrêté. Ouais. Donc c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, malheureusement, c'est qu'on n'a pas de vision d'avenir, on ne sait pas où on veut aller, et donc on bricole, effectivement. Et ce gouvernement-là, sans doute plus qu'un autre, parce que il n'y a jamais eu, j'allais dire, un vrai capitaine sur le bateau en termes d'éducation. Et le seul qu'ils ont aujourd'hui qui connaît un peu la maison, c'est François Bayrou. Et lui, je crois que... Voilà. Et il faut quand même noter que depuis que Emmanuel Macron est président, hormis Pap Ndiaye, même si ses enfants étaient dans le privé, tous les ministres que l'on a eus sont issus des écoles privées. Donc ils ne connaissent rien, quasiment rien, au système public. Et donc, ne connaissent rien à l'école de la République. Quand on a, j'allais dire, autour de soi des gens du privé issus d'un sérail de haute volée, difficile de trouver quelqu'un qui est issu de l'école publique. Il y en a, mais c'est une philosophie, je pense, et c'est une volonté de poursuivre donc la casse du système scolaire et de la valorisation de l'élitisme.
je ne veux jeter la pierre à personne. Hein. Pourquoi, et d'ailleurs ça a été dit à un moment donné, je voyais qu'à un moment donné, on favorisait l'école Montessori. Mhm. Mais je veux dire, tout le monde n'a pas les moyens de se payer l'école. C'est vrai, Montessori est une référence, mais combien de parents sont capables de mettre leur enfant dans l'école Montessori? Montessori, moi je suis désolé, hein, c'est une grosse arnaque. Je rappelle quand même que celle qui a créé ça, c'était pour les enfants défavorisés à la base, en Italie. Ouais. D'accord? Parce que ça vient, Montessori est italienne, et quand elle a créé cette méthode et ces écoles, c'était avant tout pour des enfants défavorisés. D'accord? Aujourd'hui, c'est devenu un business, et effectivement, il faut avoir les moyens. D'accord? Je rappelle qu'il y a d'autres méthodes. La méthode freinée, par exemple, qui est tout aussi valable et qui est, en plus, il y a à La Réunion, mais ailleurs, une association qui s'appelle l'ISEM, qui donc promeut l'école freinée auprès des enseignants des écoles publiques. Donc aujourd'hui, on parle, et c'est aussi, et là, m'excuse de tirer à boulet rouge sur les médias, c'est aussi les médias qui a toujours, quand il fait ses reportages dans les écoles Montessori, il ne parle que des écoles Montessori. Et donc, on sait comment ça se passe. Hein, lorsque quelque chose est médiatisé, ben, ça devient une mode, ça devient une référence. Non, l'école Montessori, ce n'est pas la panacée. Il y a beaucoup de problématiques. Il y a beaucoup d'enfants qui lorsqu'ils rejoignent l'école publique, puisqu'à un moment donné, ils sont obligés de le faire, ils ont des problèmes d'adaptation, des problèmes sociaux, etc., etc. Donc, il ne faut pas croire que tout est rose. Et encore une fois, effectivement, aujourd'hui, qui peut sortir 500, 600 euros par enfant et par mois? Très peu. Et donc, voilà, on est en train de mettre en place, là aussi, une séparation, une inégalité entre les élèves. Je rappelle que l'école publique de la République a obligation d'accueillir tout le monde. Et ce qu'elle fait, et elle le fait plutôt bien malgré les difficultés que l'on rencontre, même si je suis contre, moi, les classements des établissements, mais aujourd'hui, ça sert de référence, les établissements publics sont souvent bien devant les établissements privés, en termes de classement. D'accord? Donc, il faut arrêter de croire que mettre son enfant dans une école privée, c'est mieux que dans une école publique. Le choix, il appartient aux parents. Mais c'est un choix qui doit être fait en toute connaissance de cause. Ils font le choix de l'école publique ou de l'école privée. Le choix leur appartient. Mais le gouvernement doit mettre en place les moyens et les outils pour l'école publique. Mais la France a toujours eu un problème à trouver un équilibre entre l'école publique et l'école privée. On le voit à partir de 86. La loi de Vaquet Bien sûr. Pour les universités. À la rigueur, c'était malvenu de vouloir classer les universités par ordre de réussite ou de la qualité de l'enseignement, mais on voit bien qu'à chaque fois, il y a une opposition entre l'école publique et l'école privée. Tout à fait, mais il suffit de reprendre ce que dit la Constitution. Hein. La Constitution parle bien de l'école de la République gratuite, laïque. On ne parle pas d'école privée, donc on ne devrait pas avoir des écoles privées. Et c'est quelque part un contournement. Les lois qui ont été votées, c'est un contournement de la Constitution, quelque part légal, malheureusement, parce qu'on a trouvé des failles, hein, on va dire ça comme ça. Mais si on s'en tient à la Constitution, on ne devrait avoir que des écoles publiques. Et surtout, aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a un passage en force des religions qui essayent de faire en sorte que l'État finance leurs institutions. Eh bien, par des moyens détournés, ils y arrivent. Si on prend dernièrement, puisqu'on parlait d'université, donc il y a une taxe qui est unique elle-même, puisqu'on demande sa suppression, mais où il y avait donc ce différentiel entre le public qui percevait une taxe à hauteur de 43% et les écoles privées supérieures, hein, j'entends, l'université, étaient à, je crois, 21, dans ces eaux-là, %. Donc il y avait cette différenciation et en catimini, le précédent gouvernement a sorti un décret pour dire que ça sera 46 € pour tout le monde. C'est en euros, effectivement, pas en pourcentage. 46 € pour tout le monde, par étudiant. Donc,
aujourd'hui, l'État ne se cache même plus de financer le privé. Et quand on écoute les explications du ministre actuel, c'est incompréhensible qu'un ministre de la France puisse dire ce genre de conneries. C'est-à-dire que pour lui, il considère que c'est normal, quelque part, parce que ce sont des concitoyens, et si les écoles privées sont reconnues, il faut les financer. On change carrément de mentalité. On change de paradigme. Voilà, tout à fait. Parce que et on voit aussi au plus haut niveau de l'État, la présence j'allais dire, ce qu'on appelle les filières de pouvoir. Les filières qui imposent aux uns et aux autres des choses qui ont plus à voir avec la spiritualité ou la religion que l'éducation. Mmh. Mais ça marche aussi. Ce qui ne devrait pas être le cas, puisqu'on n'arrête pas de nous rabâcher donc la neutralité de l'État, le principe de laïcité. Donc en fait, on voit très bien que nous avons une laïcité à géométrie variable et de l'interprétation que l'on veut lui donner. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la laïcité, mais il faudrait plus qu'une émission de 20 minutes. Hein. D'accord, on ne va pas rentrer là-dessus. Alors, on va revenir à quelque chose de plus... un peu plus modeste, la Réunion. Mmh. On va juste dire, est-ce que la rentrée s'est bien passée ? Alors, la rentrée en elle-même, comme j'ai toujours dit, elle se passe toujours plutôt bien. D'accord. Mais c'est la suite. Aujourd'hui, on constate que quand même, il y a quand même des problèmes dans les écoles. Nous avons des parents qui nous appellent pour des problèmes de harcèlement. Et ce qui est pas nouveau, ce que nous avons toujours dénoncé, c'est de plus en plus de harcèlement d'enseignants ou en tout cas de l'autorité envers des enfants. Parce que nous avons des parents qui nous appellent et on intervient et auprès des inspections pour faire cesser ça. Quand vous avez un directeur et des enseignants qui harcèlent un enfant de l'élémentaire, ça interpelle quand même. Il y a une raison particulière ? On ne sait pas. Enfin, on s'en doute un peu. Il se trouve qu'il s'agit d'un parent qui est représentant de parents d'élèves qui n'est pas forcément d'accord avec le directeur d'école. Ah, d'accord. D'accord ? Et depuis qu'elle est représentante de parents d'élèves et qu'elle a dit qu'elle n'était pas d'accord, son enfant est harcelé. Donc vous avez un directeur d'école, en fait, qui utilise son pouvoir, on va dire, de directeur pour harceler. Alors, je précise qu'à l'origine, c'était pas lui qui a harcelé, c'était un enseignant. On ne sait pas pourquoi cet enseignant a harcelé cet enfant. On a bien vu l'enseignante qui a tabassé un enfant de maternelle, qui a été filmé, on se rappelle de ça. Donc, on ne connaît pas les raisons, puisque l'enseignant est dans le déni. Puisqu'il dit « j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça », etc., etc. Mais quand ensuite vous mettez en place une procédure de dire je change l'enfant de classe, et que la nouvelle enseignante dit « moi je veux bien apprendre, mais je veux que tous ces faits et gestes soient notés, parce que je veux me protéger ». Protéger de quoi ? D'un enfant qui n'a rien fait et qui subit donc des pressions de la part d'un enseignant, dont l'enseignant prend à témoin les élèves de la classe contre cet élève-là, où va-t-on ? Et après, on va nous dire, oui, que c'est la faute des parents, que c'est la faute des enfants, que les enfants sont agressifs, que les enseignants, ils sont en burn-out et compagnie, etc., qu'ils n'en peuvent plus. Il y a des cas. Mais il ne faut pas oublier les brebis galeuses. Et nous, on est là pour dénoncer ces brebis galeuses qui sont des adultes professionnels et qui s'en prennent à des enfants qui sont là à l'école pour apprendre et non pas pour se faire agresser et qui finissent parfois à avoir la phobie de l'école parce que c'est un adulte qui l'agresse. Et dans la démarche que mène votre association, est-ce qu'aujourd'hui l'association évolue ou bien c'est toujours un statu quo ? C'est-à-dire ? Est-ce que on a trouvé une solution pour l'enfant ? Oui, alors, c'est en passe ça a été réglé depuis que le parent a menacé de porter plainte. Ah, d'accord. D'accord, contre l'enseignant. Parce qu'il y avait eu plusieurs réunions avec l'inspectrice. L'inspectrice a fait ce qu'elle devait faire. L'enseignant a été reçu et je pense, même si c'est en tête-à-tête, il a dû quand même
prendre une soufflante, ça ne l'a pas empêché de continuer. Jusqu'à ce que le parent dise, si vous continuez, je dépose une plainte contre vous. Là, ça s'est plutôt calmé pour l'instant. Donc, on verra par la suite. Donc, vous avez cette problématique de harcèlement scolaire. Il y a des enfants qui harcèlent, mais il y a aussi des adultes qui harcèlent. Et à côté de ça, vous avez toujours la problématique de professeurs absents. J'ai un parent hier qui me disait que depuis la rentrée, ma fille n'a eu que 19 heures de cours de français. Un enfant qui est en terminale, en première, qui doit passer le bac de français, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et on sait que cette enseignante-là, tous les ans, est en arrêt. Comment peut-on mettre un enseignant sur des classes aussi importantes que la première et la terminale, ces enfants qui passent le bac? Je ne dis pas quand la seconde n'est pas importante, mais quand vous avez des enfants qui doivent se présenter au bac et qui n'ont eu que 19 heures de cours, c'est beaucoup plus problématique que si ça avait été un élève de classe de seconde, même si, dans l'absolu, ça ne devrait pas non plus être le cas. Mais quand cette enseignante-là, on sait qu'elle se met régulièrement en arrêt. D'accord. Il faut que le rectorat trouve une solution à ça. Si cet enseignant-là ne peut plus enseigner, il faut la retirer devant les élèves. Ouais. On ne peut pas pénaliser les élèves par rapport à un enseignant qui aurait peut-être des problèmes, je n'en sais rien. Elle a le droit d'être malade, elle a le droit d'être en arrêt. Mais quand tous les ans, ça se répète, c'est que là, il y a un vrai problème. D'accord, Daniel Amoni, on a déjà dépassé les 20 minutes. Je vous propose de revenir pour un autre 20 minutes et on va repartir sur les incidents qui ont émaillé cette rentrée et les incidents que vous connaissez depuis des années et qui, malgré tout, continuent. Tout à fait. Oui, je reviendrai, mais c'est vrai qu'il y avait des choses que j'aurais aimé dire, mais c'est pas grave. On le dira la prochaine fois. Merci, Daniel Amoni, président de la FCPE. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.